Alors, je me suis donc restreint aux, aux raids aériens qui ont été faits essentiellement dans le sens Europe, Madagascar. Et puis, éventuellement, si vous en voulez d'autres, dans une prochaine réunion, je vous parlerai à ce moment-là de la contribution de l'aviation malgache au transport du courrier vers l'Europe, à peu près sur la même période. Alors, la période couverte, là, c'est 1926-1937. L'exposé est relativement long, donc je l'arrêterai quand on en aura assez, et je poursuivrai éventuellement dans une prochaine réunion. Alors, les raids aériens sur Madagascar, on en a déjà parlé. Bernard et Bougot, je vous l'ai déjà présenté en juin 2021. Goulette, les trois raids en 22. Roucaillol Dodement également. Maryse Hills a fait l'objet d'une très très belle présentation par Monsieur Renaud. Donc, pour être complet, on va parler de tous ces raids, mais certains seront un peu écourtés. Sauf ceux de Goulette, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le premier voyage de Goulette que ce serait dommage de passer trop vite. Alors, pourquoi aller à Madagascar? Euh, ben, parce qu'il fallait 3 semaines en bateau, parce que l'avion permettrait sans doute de restreindre à 10 à 12 jours, qu'après la Grande Guerre, la France avait une belle flotte avec des pilotes très aguerris, que les colonies, qu'il s'agisse de Madagascar ou en Extrême-Orient, étaient très loin et difficiles d'accès. Et pour Madagascar, il fallait désenclaver et dynamiser un vaste territoire qui était presque complètement dépourvu d'infrastructures. Alors, par où passer? Il y avait 4 routes aériennes possibles. Il y avait les voies d'eau. Alors, les voies d'eau, ça consistait, comme le montre l'image là en bleu, à passer par tous les cours d'eau euh, euh, d'Afrique, de manière à rester à proximité, à pouvoir amérir ou se poser sur l'eau s'il y avait un problème. Alors, on pouvait passer éventuellement par les colonies françaises et belges d'Afrique, avec la traversée du Sahara. Ça avait l'avantage de passer par des territoires qui étaient soit contrôlés par la France, soit avec des pays amis comme la Belgique ou avec lesquels on avait trouvé des accords, comme l'Afrique portugaise. Alors, autre possibilité, c'était de passer par le Nil et les Grands Lacs. C'était une voie assez rapide. C'est d'ailleurs, on me posait la question tout à l'heure, par où va-t-on à Madagascar aujourd'hui? C'est pratiquement cette route pour aller à Madagascar aujourd'hui. Ou bien par la Tripolitaine et l'Est africain. Donc là, la Tripolitaine, l'Est africain, en passant par Djibouti et Dar es Salaam pour revenir sur Madagascar. Alors, qui pouvait faire ces liaisons? Ben, d'abord, c'était les militaires. Ensuite, des raiders qui, euh, par plaisir, pour le sport ou pour l'argent, parce qu'il y avait des primes, se sont lancés vers Madagascar. Enfin, des compagnies structurées, notamment toutes celles qui commençaient à envisager des moyens de transport du courrier puis des passagers vers l'Afrique. Et surtout, il fallait des gens qui aient une certaine vision. C'était le cas de Dagno, par exemple, ou des hommes d'action. Alors, il y a eu des défricheurs, je vais passer assez vite. La voie centrale a été privilégiée car elle servait l'AOF et l'AEF. Il y avait toutefois les problèmes de traversée du Sahara, mais assez tôt, dès 1920, on avait un peu balisé la piste africaine. Il y a eu une exploration partielle au début de 1925, et notamment deux équipages, le Roland Garros et le Jean Casal, qui s'étaient
lancé à travers l'Afrique. Ça s'était pas très bien passé parce que le Jean Casal, en démarrant euh, euh, près de Niamey, a eu un problème. L'avion s'est cabré et s'est écrasé avec un blessé et un mort. Il y a une belle carte qui relate euh, ce raid avec la, c'est toujours intéressant quand on collectionne les cartes postales de regarder les textes. Celui-là disait, mon cher ami, par la voie des airs, vous allez recevoir trois autres cartes et quatre lettres. Inutile de les ouvrir, évidemment, pour les conserver bien belles. Vous serez bien gentil de les timbrer au verso lors de leur arrivée, de les renvoyer le tout par pli recommandé, voie de Bangui dès que possible. Alors, l'arrivée vers Madagascar. Les militaires ont commencé. Il y avait des projets dans la marine, mais aussi, évidemment, dans l'armée de l'air. Mais c'est les rameurs qui ont tiré les premiers. En l'occurrence, Bernard et Bougot. Le premier, Bougot, avait un appareil, évidemment un hydravion, équipé d'un moteur Lorraine. C'était un avion qui avait été construit pratiquement pour l'occasion. Il partait avec son mécanicien Bougot. Et puis, le lieutenant de vaisseau Marc Bernard, lui, était aux commandes d'Henri Olivier et assisté du premier maître Gara. Alors, mon exposé est assez écrit, donc là, je suis évidemment obligé de passer un peu vite, mais vous pouvez vous reporter si c'est sur le site au texte qui sera disponible et qui vous permettra de voir un peu plus en détail. Donc, le 12 octobre 1926, c'est assez tôt, les deux hydravions donc, qui volent ensemble ont quitté les Temps-de-Berre, la base aéronavale, pour leur première et longue étape en direction de Tanger. Pas de problème jusqu'à Djeba, au Nigeria. Donc, je passe assez vite, au-dessus de Casablanca, Las Palmas, Port-Étienne, Saint-Louis du Sénégal, et puis la traversée du continent africain en suivant le Sénégal et le Niger, dans un premier temps. Et à Bamako, M. Gara a été malade et remplacé par le premier maître Poignant. Voici une carte du circuit qui a été suivi, qui allait de Bamako à Lokoja. Alors, Lokoja, c'est une étape vraiment dramatique puisque le Camps de Bougou a dû se poser d'urgence sur le Niger, à 40 km de Lokoja, moteur cassé. Alors Bernard, avec son Léo, est parti chercher du secours, mais l'autre hydravion étant irréparable, il a fallu le remorquer jusqu'à la ville. Et grand seigneur, le chef de mission, Guilbeault, a demandé à Bernard de continuer, mais continuer seul. Mais il lui a donné son premier maître, son mécanicien, le premier maître Bougot, qui était plus aguerri que l'autre. Vraiment une attitude très chevaleresque. Donc Bernard et Bougot, ils sont désormais le tandem officiel, ont quitté le Kodja le 3 novembre et en longeant la Benoué jusqu'à Garoua, puis le Chari et le Bangui, ont franchi le Congo à Lissala et sont arrivés à Stanleyville le 13. Pardon. Alors, en passant l'Équateur, ils se sont mutuellement baptisés. Cette coutume a duré assez longtemps, notamment sur les bateaux. Puis ils sont allés jusqu'à Albertville, ils ont survolé les Grands Lacs, le Tanganyika, puis le Malawi, jusqu'à Fort Johnston.
De là, ils ont descendu le Zambèze jusqu'à Kélimane au Mozambique et ils sont remontés jusqu'à la ville, l'îlot de Mozambique. Alors, est-ce que j'ai... Alors là, ils ont été retenus par le gouverneur de Mozambique, tout content de voir arriver des avions. Et de Mozambique, c'était l'endroit le plus court pour pour traverser le canal de Mozambique. Donc là, c'était une étape assez dangereuse puisque pas d'endroit, du moins pour le moment, pas d'endroit où se poser si jamais il y avait un problème sur le chemin. Et ils se sont amarrés à une bouée de la rade. Donc là, c'est l'hydravion qui est amarré dans la rade de Majorca. C'est la première liaison aérienne France-Madagascar. Normalement, il devait s'arrêter là, puisqu'il avait rejoint Madagascar. Mais à l'issue de plusieurs jours de réception, de fêtes, de chasse, etc., et de cadeaux reçus, aussi curieux que une pépite d'or, une panthère petite. Et les tapis, ils ont ramené par bateau. Ils ont quand même été appelés par le gouverneur de Madagascar qui voulait absolument les voir dans la capitale, où ils sont arrivés sur autorisation express le 5 décembre. Il y a un petit lac, en fait, c'est une retenue d'eau à quelques kilomètres de Tananarive, qui s'appelle le lac de Manjusez, qui est en fait un bassin de décantation qui servait à alimenter l'eau en eau la ville. Aujourd'hui, ils ont un état assez lamentable. Et ils se sont posés dessus. Donc, ce sont des images d'époque. Alors voilà donc le chemin qu'ils ont suivi, hein, la côte, les grands fleuves africains, puis les grands lacs. Et au retour, ils ont suivi à peu près le même chemin jusqu'à Albertville. C'est l'une des rares cartes qui existent, accepté une carte, un tout petit courrier à l'escale de Fort Johnston qui doit se trouver ici. Et ils ont continué donc vers le lac Victoria à Mwanza, où ils ont également accepté quelques lettres et ils ont remonté la vallée du Nil jusqu'à jusqu'à Aboukir. De tristes mémoires pour la flotte française. Et ils ont traversé la Méditerranée par la Crète, la Grèce et la Tunisie. On les attendait d'ailleurs en Tunisie, mais pas au bon endroit. Ils ont atterri à La Marsa, une jolie petite contrée à l'ouest de Tunis, avec des hôtels magnifiques. Parce que on avait perdu le contact avec eux. Donc, très content de les retrouver. Ensuite, eh bien, le 12, ils sont repartis pour Berre, le périple étant complètement terminé. Mais là encore, le ministre de la Marine voulait les féliciter, donc ils sont remontés jusqu'à Paris, où ils ont été fêtés Bout de 3 putains de semaines, monsieur. Au terme d'une comme il procédure fallait. d'enquête rigoureuse menée par la section V, antenne de Gibraltar, Marianne Beauséjour est confirmée pour un passage en Angleterre. J'ai l'impression Lui que qui a son la présentation microphone est en laissé double, ouvert et qui a de la télévision qui marche à côté pourrait Ce serait l'arrêter. lieutenant-colonel. ou alors on peut faire la présentation en double. Tu es un furieux. Voilà, voilà une carte témoin signée de Bernard Legour avec tous les plis d'escale que je viens
que je viens de signaler. Il y a assez peu de prix connus, c'est 8 plis, et ils ne sont pas donnés, c'est dans les 1 500 euros. Vous avez là quelques oblitérations également du retour. Ici, vous avez presque que l'aller, et là, vous avez le retour que j'ai mentionné tout à l'heure. Une petite anecdote. Quand ils sont remontés le Nil, ils ont logé à l'Ol Cataract, à Aswan, où se trouve le merveilleux hôtel où Agatha Christie avait fait vivre euh, son, son, voilà, euh, Notre son fameux détective Poirot. Hôtel d'ailleurs qui tout récemment a été complètement rénové et repris, je crois, par désormais une compagnie moyen-orientale. Mais c'est un palace extraordinaire. Ça vaut le coup de rester à El Cataract. Alors les pauvres Glibo et Rapin, eh bien eux, ils allaient repartir une fois que le moteur de rechange était arrivé, mais le ministère leur a dit, écoutez, les autres ont fait le raid, c'est pas la peine d'aller vous aussi à Madagascar, rentrez. Et ils sont rentrés par les Grands Lacs en remontant la vallée du Nil, et ensuite ils ont survolé la Méditerranée selon un itinéraire voisin de celui de Bernard, mais quand même un tout petit peu différent. Voilà une carte là de Guilbault et Rapin avec le départ de mer et l'arrivée. Là, vous avez quelque chose de complet. Alors, pour plus de détails, parce que la présentation était beaucoup plus longue, elle faisait 56 diapositives, reportez-vous à ma présentation du 20 mars 2021. Alors, les aviateurs qui s'étaient fait brûler la politesse missionnent Jean Dagneau et le sergent mécanicien Dufer, qui décollent du Bourget sur un briguet, avec un petit courrier, 24 lettres selon Muller. Ce sont des lettres relativement rares qui portent donc le pompon à double cercle avec le dessin assez stylisé de l'itinéraire. La lettre était simple et en l'absence de surtaxe aérienne, et il n'y en avait pas encore à l'époque, elle a été affranchie à 1 franc 25. Mais 1 franc 25, ça correspondait quand même au quatrième échelon de poids, ce qui paraît quand même un peu lourd. Le 28 novembre, ils font escale à Lyon parce qu'il pleut beaucoup, puis ils rejoignent Istres, et ensuite ils passent par l'Espagne, Alicante. Et ils sont arrêtés par les Espagnols qui leur demandent à quoi sert leur appareil photo et si, par hasard, ils ne viendraient pas en Espagne pour faire de l'espionnage. Donc le 3 décembre seulement, ils arrivent à Oran à l'issue d'une courte étape. Puis ils traversent le Sahara par Colombéchar, Adrar, et ils atteignent finalement Oualen et Thessalite. Ils sont ensuite au Mali, à Gao, le 6 décembre, sous une chaleur accablante qui fait quasiment bouillir l'huile. Et ils en repartent le lendemain pour Niamey. Ils s'égarent ensuite et doivent faire escale avant Zinder pour pouvoir ravitailler. Et quelques plis pour Madagascar leur sont confiés euh, à la traversée du Tchad, Fort-Lamy et Fort-Archambault.
Alors donc, on les quitte à Fort-Archambault, après donc cette traversée de l'Espagne et du Sahara, et ils arrivent à Bangui, après 520 km de vol et un vol acrobatique parce que le terrain est très court et bordé d'arbres. Il faudra d'ailleurs en abattre quelques-uns pour pouvoir décoller le lendemain pour Léopoldville au Congo belge. Et ensuite, au Congo, à Louébo, là, c'est encore plus ennuyeux parce que le terrain a été transformé en marécage par les intempéries et ils doivent attendre 15 jours que le ciel s'améliore pour pouvoir rejoindre Ndola en Rhodésie du Nord. Et après, c'est Elisabethville, un chemin qui sera largement suivi par la suite. Broken Hill, qui a à l'époque un tout petit terrain d'atterrissage. Et pour pouvoir repartir, il leur faut un peu se délester, ce qui entraîne une étape supplémentaire de ravitaillement à tête sur le Zambèze. Et ensuite, c'est Kélimane, Mozambique, et la traversée jusqu'à Majanga. C'est la première liaison France-Madagascar en avion, après 11 000 km. Le trajet aujourd'hui est un petit peu plus court, on gagne à peu près 500 km par les avions de ligne. Parce qu'en fait, on ne passe pas euh, partout là. Comme vous l'ai dit tout à l'heure, on coupe comme ça. Alors, à Majinga, la pluie continue, ce qui immobilise l'équipage, qui n'atteint donc Ariunimam, qui était le premier aéroport de Tananarive, le 10 février 1927, donc 74 jours après son envol du Bourget. C'est évidemment assez long. Alors, l'avion et le moteur ont été impeccables. Par contre, les conditions météorologiques étaient assez désastreuses. Et bien que le tracé suivi par le Sahara soit beaucoup plus court de 3000 km que celui de Bernard, euh, ils auraient dû arriver plus vite à condition qu'ils fassent un temps correct. Alors, Dagneau indique dans des lettres, dans ses écrits, n'avoir pas vu le soleil une seule fois durant sa traversée de l'Afrique équatoriale. Alors, il aurait fallu peut-être lui dire que, de même que l'eau tourne en sens inverse dans le, dans l'hémisphère sud, les saisons aussi sont inversées. Et que décembre-février, c'est pas vraiment le moment pour pour traverser l'Afrique. Et c'est curieux parce que cette erreur sera renouvelée plusieurs fois et beaucoup de raiders se plaindront du temps. Mais oui, il ne faut pas aller en saison des pluies dans l'hémisphère sud. Alors ensuite, l'équipage a effectué des repérages à l'intérieur de l'île, en visitant donc Antsirabe, 120 km de Tana, puis Fianarantsoa, à 350 km. Et le 14 juin, Dagneau, à ce moment-là accompagné du caporal mécanicien Treille, a testé un premier service postal, parce qu'il a transporté une dizaine de plis, de Tananarive à Majanga. C'était l'ébauche d'une liaison directe ultérieure qu'il avait déjà en tête, euh, et qui même d'ailleurs pouvait se prolonger sur la Réunion, voire, on le verra chez certains raiders, voire jusqu'à l'île Maurice. Voici une lettre donc qui est partie par avion de Tananarive à Majanga. Et ensuite, à Majinga, elle prenait le bateau pour aller sur Marseille. 8 lettres ont ainsi été remises.
au paquebot Le Comte de Lille quand il a touché Majunga. En voici une autre recommandée. Donc celle-ci était de Tananarive à Saint-Malo, mais en avion jusqu'à Majunga, puis ensuite par bateau. Cette lettre est recommandée, donc elle était affranchie un peu plus lourdement. Alors, au retour de Majunga, également retardé d'un jour à cause de la météo, Dagno a ramené un courrier beaucoup plus volumineux, 17 plis, vers la capitale. Vous avez là donc un premier courrier, donc une lettre recommandée euh, avec AR de Majunga pour Tananarive, affranchi à 1 franc 50, tarif normal, puisqu'il n'y avait pas de surtaxe aérienne encore. Euh, et une seconde, non, j'en ai qu'une. Bon, donc, vous en avez une. Non, je n'ai pas dû la reproduire. Alors, le vol de retour vers la France se fait à partir du 19 juin. Il est très mouvementé. D'abord, l'avion reste 3 semaines à Fenorive, qui est à 300 km de Madagascar vers l'est, après une panne de moteur. Vers l'est, vers l'ouest, pardon. À Majunga, qui atteint le 9 juillet, il faut encore procéder à la mise au point du moteur. Et finalement, il ne s'envole vers Mozambique que le 19. Le 20 juillet, ils sont à Kiliman, puis Tête, et là, le vilebrequin casse, et l'avion ne résiste pas à un atterrissage de fortune sur un banc de sable du Zambèze. Irréparable, il doit être abandonné, ainsi probablement que le courrier, car on ne connaît de ce vol qu'un pli du 29 juin de Tananarive pour Mozambique, que je n'ai pas, mais qui est répertorié. Toutefois, la chance sourit à l'équipage et Daniel Etreil, son nouveau navigateur, découvre dans un... Alors, vous avez trois versions. Première version, il découvre dans un poste portugais, miraculeusement, 2 caisses encore intactes de pièces détachées d'hydroglisseurs. Il les monte, parce que ce sont aussi des ingénieurs, et avec, ils descendent le Zambèze sur 200 km jusqu'à l'océan Indien. C'est la version de Vital Ferry. De là, ils sont ramenés par bateau à Majunga, où ils réussissent à prendre dans les derniers jours d'août la correspondance du bateau aviateur Roland-Garros, paquebot 4 des messageries maritimes, et ils sont à Marseille le 27 septembre. Alors, il y a un intervenant sur Internet, Bernard Marc, qui dit que Dagno et Treille se virent contraints de frayer leur chemin à travers une nature hostile, infestée de serpents et de crocodiles, avant d'embarquer sur une pirogue providentielle qui les conduisit à Chicoaz, c'est quand même le même endroit, en territoire portugais, tandis qu'une expédition partit récupérer le Breguet qui serait rapatrié à Tête en pièces détachées. Et il remonte vers Marseille à bord d'un paquebot dont le nom Roland Garros semblait un signe du destin. Donc il y a des points communs, mais quand même, comment sont-ils arrivés sur la côte? C'est pas évident. Et Collot et Cornu disent plus prosaïquement que retrouvés par des indigènes, les deux aviateurs furent conduits en hydroglisseur, puis rapatriés à Majunga par bateau. N'étant pas là à l'époque, je ne peux pas trancher sur la bonne version. Celle de Collot et Cornu, beaucoup plus sobre, euh, me paraît préférable plutôt que des hypothèses dont certaines sont quand même un petit peu osées. Mais ça fait partie de la légende de l'aviation. Alors nous avons là une lithographie qui a été tirée en 1944 en commémoration de l'exploit de Dagno. Le pauvre Dufer n'était plus, n'était plus convié aux festivités. Alors, as de la guerre, le commandant Dagno, qui avait été amputé d'une jambe pendant la guerre, n'a pourtant jamais cessé de piloter ou de monter dans des avions.
En 1919, il avait d'ailleurs réalisé un raid vers le Caire et en 1920 vers Tombouctou, que j'ai mentionné tout à l'heure, parce qu'il était parti, il était dans l'avion, dans le Jean Casal, je crois, ou dans l'autre avion, je ne sais plus. Alors, mis en disponibilité par l'armée, il a fondé la Société transafricaine de navigation aérienne et est devenu plus tard directeur général de la compagnie Air Afrique, qui a commencé tout petit, mais qui a terminé bien, et entouré par des pilotes de très grande qualité, notamment Poulain, Paul Richard. Il a établi en 29 le tronçon Alger-Brazzaville en installant des escales et défrichant et balisant le Sahara. C'est-à-dire il est allé petit à petit, en balisant, en mettant, en créant des postes, en aménageant ou en faisant aménager des aéroports. Et il a ainsi constitué un réseau aérien de très grande envergure. À la déclaration de guerre en 1939, il a repris du service, bien qu'évidemment complètement dispensé compte tenu de son état de santé et de sa jambe. Mais il a quand même été affecté à un groupe de bombardement. Il était mitrailleur arrière et son avion a été abattu par les Allemands. Et le général Villemain dira de lui, il était doux et timide comme une jeune fille, mais également doté d'un cœur de lion, animé par une âme de feu, des nerfs d'acier et une volonté de fer. Remarquable, remarquable hommage. Après les militaires, et Dagneau donc tisse sa toile, viennent des pilotes, souvent d'anciens militaires, qui cherchaient soit une performance pour l'armée ou pour mettre en valeur leurs équipementiers, motoristes, avionneurs, soit en quête de record ou de gloire, même éventuellement d'argent, parce que, on le verra plus tard, certains raids ont été subventionnés ou avec des prix. Et puis, il y a eu quelques touristes aussi qui ont fait le trajet avec plus ou moins de réussite. On en parlera tout à l'heure. Alors, des raids subventionnés d'abord, avec Goulette, Marcheseau, Bourgeois. Ensuite, Bailly, Génesy, Marceau. Et Roucaillol, Dodman. Je vois que l'heure tourne. Il faut peut-être que j'accélère un peu. Alors, Goulette voulait créer une ligne postale France-Madagascar-Réunion. Il a trouvé des financements auprès du ministère des Colonies, du gouverneur de Madagascar, en lui tordant un peu le bras, des postes ou des équipementiers. Et il est parti avec Marcheseau comme pilote et Bourgeois comme mécanicien. C'était un Farman 190. Pour ce raid et pour plusieurs qui suivront, un tarif postal spécial a été mis en place, ce qui va permettre d'ailleurs de collecter un peu d'argent et de subventionner le raid. C'est le décret du 2 octobre 29. Il y avait des surtaxes aériennes fixées par 10 grammes de poids et qui dépendaient de la distance. 3 francs pour l'Afrique équatoriale française, 5 francs pour le Congo belge, 8 francs pour Broconil, 10 francs pour le Mozambique, 12 francs pour Madagascar. Donc de France à Madagascar, 12 francs par 10 grammes ou fraction de 10 grammes. 15 pour la Réunion, 20 pour l'île Maurice. Et ces surtaxes étaient valables à l'aller comme au retour. Et elles resteront en vigueur jusqu'au 1er juillet 1934 pour un parcours entièrement par avion. Alors l'allée de Goulette, le 17 octobre 29, il part du Bourget et il va en Espagne jusqu'à Los Alcazales. Le 18 octobre, ils poussent jusqu'à Oran. Ils se perdent un petit peu et doivent s'arrêter à Xabi. Ensuite, ils rejoignent Adrar et Regan, puis la piste Étienne. Le 20 octobre, il continue jusqu'à Gao, puis Niamey, avec une longue étape de 150 km. Après Niamey, c'est Zender. Ensuite, le classique Fort-Lamy, Fort-Archambault, Fort-Archambault-Bangui, Coquillateville,
ex-Équatorville, Louébo et Kanda par le Congo belge, et Elisabethville, Broken Hill, la suite on connaît, Kéliman, Majanga, Tananarive. Un tout petit courrier, 2 kilos de courrier transporté. Mais ils ont établi un record sur la liaison Paris-Le Bourget, et les voilà devant leur magnifique Farman AJJB. 12 400 km en 23 étapes sur 10 jours, vitesse moyenne de 156 km par heure. Alors, itinéraire assez classique, très voisin de celui de Dagno, pourtant quand même 2 ans plus tôt. Mais leur record était appelé, comme tous les records, à être battu un jour, et celui-là ne tint pas très longtemps. Alors, il y avait un tout petit courrier, mais ils en ont déposé en cours de route, notamment là une carte auto-adressée de M. Charbat, pharmacien à Clermont-Ferrand pour le Gabon. Alors, probablement, une fois remise à l'équipage, elle aurait été déposée le 23 octobre à l'escale de Coquillateville, puis transportée par les postes belges jusqu'à Léopoldville et ensuite par la Sabena jusqu'à Boma-Matadi et de là, les bateaux de la ligne maritime belge l'ont ramenée jusqu'à Anvers. Elle est affranchie à 4 francs 50, 50 centimes de port, 1 franc de recommandation et 3 francs de surtaxe aérienne selon le tarif que je vous ai présenté à l'instant. Alors ça, c'est une carte qui n'est pas référencée. Je l'ai trouvée ni chez Colocornu, ni chez Saugrun, ni chez Muller. Et également, il a emporté des plis témoins du courrier qu'il a laissé à Majunga pour le nord de Madagascar ou la Réunion ou encore l'île Maurice, qui devait être le but ultime de son voyage. Il y a 2 courriers qui ont été traités à Tananarive et un nombre assez important de courriers philatéliques. On va en regarder quelques-uns, en essayant de passer vite. Vous en avez, là, c'est un envoi de Paris, donc pour lui-même, hein, pour le capitaine Goulette, redirigé sur Niamey, Fort-Lamy. Elle est arrivée jusqu'à Majunga et Tananarive, et vous avez toute une série de cachets de transit. Gao, Niamey, Zinder, Fort-Lamy, Fort-Archambault, Bangui, Coquillateville, Elisabethville et Kéliman. Voilà un très très beau pli, avec des affranchissements multiples. 4,50 au départ, mais évidemment ça ne suffisait pas. Mais fort heureusement, on a eu aussi un affranchissement à un franc belge, un penny en Rhodésie et 80 centaves à Kéliman. C'est une carte magnifique dont le scan m'avait été très gentiment communiqué par Philippe Van der Eggen. Autre courrier, celui-là c'est de Marseille pour Antala. Antala, c'est la capitale de la vanille à Madagascar. C'est sur la côte nord-est, au sud de Diego Suarez. Donc probablement, après avoir été remise à l'équipage, elle est arrivée jusqu'à Majanga lorsqu'ils ont fait escale. Et de là, elle a dû aller jusqu'à Diego Suarez, probablement par le Bernardin de Saint-Pierre, qui, venant de Majanga, touchait ce port. Et ensuite, de Diego Suarez jusqu'à Antala, elle a pris le service postal
pédestre qui met 8 jours pour rejoindre. Excusez-moi, j'ai mon écouteur qui est parti. Euh, alors, l'expéditeur et le destinataire ont le même nom, mais c'est une lettre qui paraît quand même normale. Elle n'est pas retournée à l'envoyeur, donc on la considérera, malgré son affranchissement quand même assez composite, comme un courrier normal. Il y a ici une autre carte qui a été retournée à l'envoyeur. Donc ça, c'est des plis assez classiques pour garder trace. C'était destiné à Emery Manjus par Batoun Lazak. Batoun Lazak, c'est le grenier à riz de Madagascar. C'est à peu près un peu plus au nord quand même, entre Tananarive et Tamatave. Que dire? Eh bien, celle-ci, elle a donc dû rejoindre Tananarive, puis ensuite pris le train pour arriver attendez que je dise le train, Tananarive-Côte Est, voilà, où elle est arrivée à Tamatave le jour où le Chambord l'a prise et remontée jusqu'à Marseille pour le voyage retour. Elle était retournée en voyage. Donc arrivée par avion, retournée par bateau, sans rafraîchissement et sans taxe. Alors la Réunion était le but ultime du voyage, mais Goulette est tombé malade, donc entre-temps, alors qu'ils étaient encore à Madagascar, Bahir et Génancier Marceau étaient arrivés et avaient battu le record. Alors donc Goulette et son équipage ont fait une reconnaissance à Tamatave. Euh, D'où il pensait éventuellement faire escale en venant ou en allant à la Réunion. Finalement, ils sont arrivés à la Réunion. Ça, c'est une image qui a été prise à l'époque, hein, l'arrivée de l'avion à l'aéroport de Gillot à Saint-Denis. Il y avait du courrier pour Maurice. Mais évidemment, il n'a pas pu y arriver puisque le vol s'est arrêté à Saint-Denis et il a donc été pris par bateau, l'explorateur Grandidier qui est arrivé à Maurice. Donc la lettre est bien allée jusqu'à Maurice, mais pas en avion. Non réclamée, elle a été retournée à l'envoyeur. Elle était taxée pour un voyage jusqu'à Maurice, donc avec 20 francs de surtaxe aérienne. Alors, au retour de Tananarive, le Farman a été rebaptisé France-Madagascar île Bourbon. Il y avait du courrier pour l'Europe. Voilà une lettre de Saint-Denis pour Paris, avec la mention manuscrite par avion, par l'avion de Goulette-Marchas-Bourgeois. Et elle est affranchie avec 15 francs de surtaxe aérienne, qui était celle pour l'île Maurice, pour la Réunion. Donc je n'ai présenté que le recto parce que le verso est vierge. Alors ils repartent le 8 décembre 29 à 1h du matin, avec donc tout le courrier qu'ils ont embarqué à la Réunion et celui de Madagascar, voire même du courrier qui venait par bateau jusqu'à Tamata depuis l'île Maurice. Et là, problème de moteur, ils ont dû atterrir à Juan de Nova. Alors, Juan de Nova, rapidement, c'est ce qu'on appelle les îles éparses. Peut-être un jour, si vous le souhaitez, je vous parlerai des îles éparses qui constituent
une épine très douloureuse dans les relations franco-malgaches, les Malgaches réclamant ces îles. Sachant que les Mauriciens réclament Tromelin et que les Comores réclament les Glorieuses. Donc, elle se trouve dans le canal de Mozambique, et voilà Juan de Nova. Donc, Juan de Nova a l'avantage par rapport à Majanga qui est ici ou à Mentiran d'être à peu près à mi-chemin de la côte mozambique. Donc, Brassas de India, qui est ici et qui est une île, un ancien volcan, l'île Europa, qui est immergée les trois quarts de l'année. Et puis donc les îles Glorieuses au nord, le banc du Geyser est ici. Et puis Tromelin, où se trouve une station météorologique très, très importante. Donc on revient à Juan de Nova. Le 10 décembre, Goulette et Marchesso rejoignent Madagascar avec le courrier par le côtier maréchal Gallieni, hein. Donc le maréchal Gallieni s'est détourné et il est allé jusqu'à Juan de Nova. Le maréchal Gallieni, donc, il assurait, il assurait le transport et notamment du courrier de Tuléar jusqu'à Diego Suarez, en passant par Nosibé, Majanga, Murunda, etc. Et il s'est détourné pour aller jusqu'à Juan de Nova, où il a récupéré euh, Goulette et Marchesso avec le courrier. Heureusement, il n'était pas trop lourd. Qui a été remis à Majanga le 16, l'explorateur Grand Didier, qui est donc, lui, remonté sur Marseille. De ce fait, tout ce courtier euh, est arrivé en France le 10 ou le 11 janvier 1931. Bourgeois, lui, est resté sur place pour préparer une piste d'envol, une fois que l'avion serait réparé. Et le malheureux, il ignorait qu'il lui faudrait attendre 54 jours. Alors, un exemple de courrier pour l'Europe, c'est une lettre de Saint-Denis, un recommandé pour Marseille, qui est affranchi à 16 francs 50, comme, avec la mention manuscrite première escadrille d'aviation. Elle a été prise par Boulette, donc puis ramenée à Saint-Denis par le paquebot général Gallieni depuis Juan de Nova, acheminé jusqu'à Marseille par l'explorateur Didier, comme on vient de l'évoquer. Et elle a le tampon du paquebot. Autre courrier, ça c'est une carte postale. Envoyé recommandé, c'est assez rare, les cartes postales recommandées. En plus, celle-ci, elle venait d'Antsirabe, donc récupérée après l'accident du Farman, toujours pareil. L'explorateur Grand Didier. Et alors, particularité, c'est qu'elle a été affranchie à 13,50 pour tarif lettre, comme pour une lettre par avion en recommandé. Vous êtes toujours avec moi? Oui, Allô? oui. Oui, Oui, oui. Ah, oui, oui, voilà, on est bien avec toi, on te remercie. d'accord. Non, parce que comme j'avais pas de retour, je me demandais si, Non, non, si je... t'inquiète pas. D'accord. Autre courrier, alors ça c'est un courrier que m'avait passé Dominique, on est petit. C'est des lettres, elles sont assez rares, arrêtées à Juan de Nova et qui ont un cachet en rouge, puis accidenté, au recto et au verso. Et ces courriers sont les premiers à avoir reçu la vignette PTT série E131.
Cette série, d'ailleurs, a eu des variantes assez sensibles. Par exemple, ici, vous avez le haut de numéro qui est gros. Ici, il est petit. Ici, il est en haut. En bas. Et non, en bas, on peut dire que celui-ci, enfin, celui-ci était centré. En bas, je n'en ai pas trouvé. Alors, il y a un joli photé où on parlait donc de Madagascar, voilà, un U au lieu d'un A. Et il y avait une dentelure sur les trois côtés quand la découpe était bonne. Et puis différentes graphies, vous voyez, avec des lettres plus ou moins espacées. Voilà. Donc ça peut faire le bonheur de quelques collectionneurs. Alors, le 23 décembre, donc Goulette descend à Tananarive depuis Majunga et il y retourne le 26 où arrivent les pièces de rechange par le Chambord. Le 27, ils arrivent à Juan de Nova, toujours par le côtier maréchal Gallieni, et ils sont porteurs de cette lettre qui me vient, je crois, de Philippe van der Geen, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et qui comporte des mentions assez intéressantes. Donc, c'est une lettre qui a été apportée par le maréchal Gallieni sur l'île de Juan de Nova. Elle est légalisée le 28 janvier par M. Santiago, donc, qui signe Juan de Nova le 28 janvier 1930 à 15h30, Santiago. C'était le commandant du paquebot, maréchal Gallieni. Et elle est contresignée aussi par le directeur de l'île. Euh, En fait, c'était le gérant de la société qui exploitait le guano sur place parce que l'île était déserte, simplement il y avait des gisements de guano relativement importants avec tous les avions avec tous les oiseaux qui avaient occupé l'île pendant des siècles et des siècles. Et il se baptisait directeur de l'île. Donc l'affranchissement à 1 franc correspond au troisième échelon de poids. Bon. Et au recto, on voit donc le cachet de date d'Arivunimam, qui était le premier aéroport de Pana, où atterrira l'avion le 4 février avant de repartir sur la France plus tard. Il y a une deuxième oblitération donc d'Elisabethville. Il y en a une première ici et une deuxième ici. Ici du 19 mars avec un timbre, donc ici avec un timbre belge à 1 franc 50, où l'avion avait dû s'arrêter assez longuement pour réparer. Et puis au recto, le dernier que l'on voit est celui de Brazzaville. Au total, l'affranchissement est de 2 fois 80 centaves, 1 franc 50 belge et 4,65 francs français. Quant au verso, il est également très intéressant, puisqu'on a divers cachets de transit à Fort-Archambault, à Fort-Lamy, si je retrouve, voilà, Fort-Lamy, à Niamey, à Gao, d'où l'avion est reparti le 22 avril après un nouvel arrêt prolongé. 3 lettres de ce type sont connues, outre celles donc euh, que m'avait fourni aimablement Philippe van der Geen. Et le docteur Desnos en présentait une dans un ancien bulletin de Colfra, qui ressemblait, mais qui était, elle, signée par les 3 membres de l'équipe. Et affranchie à 4 francs 35, donc pas de... Et également des centavos au Mozambique, mais n'apportait pas
Cacheadat au-delà de Niamey. Alors donc, euh, ils étaient à Juan de Nova, ils reviennent à Madagascar, ils repartent de Madagascar. Et ils repartent le 1er février vers Haribo-Liman. Et après révision, ils décollent de Tananarive le 6 février au matin pour l'Europe. Ils s'arrêtent à Kéliman, au Mozambique. Puis ils vont jusqu'à Elisabethville. Et là, décollage manqué, hélice cassée, attente de plus d'un mois à Elisabethville. Alors, une partie du courrier qui ne pouvait pas attendre aussi longtemps est acheminée par la poste belge jusqu'à Boma, puis par voie maritime jusqu'à Anvers, où il est arrivé mi-mars. Et le reste a attendu la réparation de l'avion. Par exemple, ici, on a une lettre oblitérée d'Elisabethville, donc du 7 février 1930, qui devait profiter du passage de Goulette pour aller plus vite vers la Belgique. Mais l'avion était en panne, le départ fut reporté au 19 mars, comme l'indique la griffe au recto. Voilà, Elisabethville, donc il arrive le 7 février et repart le 19 mars. Non pas au recto d'ailleurs, mais au verso. Dans le doute sur le transport, on ne savait pas si ça allait prendre l'avion, si ça allait prendre le bateau. L'affranchissement est resté à 2,50 belges. D'après ce qu'on m'a dit, parce que je ne suis pas spécialiste des tarifs belges, ça correspond à 1 franc de port pour le Congo belge et 1,50 franc de taxe aérienne. Compte tenu des péripéties ultérieures du vol, la lettre finalement n'est arrivée que le 5 mai à destination. De là, elle fut réexpédiée vers Elisabethville avec la mention manuscrite via Cape Town. Et les tampons donc par avion et avion étant biffés. Et un nouveau timbrage, cette fois-ci à 1,75 au lieu de 2,25 francs, un franc de port et un 25 de recommandation. Mais elle est quand même arrivée en retour à Elisabethville. Alors donc, ils sont à Elisabethville. Ils partent en direction donc, de Luluabourg, puis Brazzaville, où du courrier, là aussi, leur est remis pour la France cette fois-ci. Et c'est la première liaison postale Brazzaville-Léopoldville, Paris-Bruxelles, telle que c'était prévu. Un affranchissement à 4,50 francs avec 3 francs sur taxe aérienne pour Brazzaville. Et au verso, le tampon de l'AIF par avion, capitaine Goulet, etc. Il y a également à Brazzaville un courrier un peu spécial qui leur a été remis. C'est un courrier qui était adressé donc à Colombes, qui est arrivé à Colombes, mais celui qui l'a reçu, au lieu de le refuser, l'a réacheminé et l'a posté, l'a remis tel quel dans la boîte. Comme le courrier était sorti du circuit postal, il fallait le réaffranchir pour aller donc de Colombes jusqu'à Colombes, euh, puisque jusqu'à Vincennes, pardon, de Colombes jusqu'à Vincennes. Donc 50 centimes de port, taxe doublée, 1 franc.
Nous sommes donc maintenant à Brazzaville. On remonte sur Bangui, par Archambault, par Lamy, Kano au Niger, Niamey, et là, Niamey, rupture de Villebrequin. Arrêt encore dans le mois. Et de Niamey, quand on en repart, on monte vers Thessalie, Trégane, etc. Ce que on se perd dans les sables du désert. L'avion à l'atterrissage est complètement endommagé. Il est même détruit. Néanmoins, pardon, je suis allé trop vite. Mais l'équipage est indemne. En route pour Gao, Bourgeois croise des Touaregs qui donneront l'alerte. Des Goumiers venus de Gao ramènent l'équipage ainsi que le courrier à Tabriché puis à Gao. Et des pilotes amis se sont portés à leur... oulala, qu'est-ce qui se passe ça? Et tout qui se... Donc Poulain, venu d'Alger, et Bayer-Ginensi s'opposent à Gao apprenant le sauvetage de leurs amis. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Poulain, lui, va rentrer sur Alger avec Bourgeois et une partie du courrier qui est remis à Alger à l'aéropostale pour Marseille, puis par la Réunion pour Paris. Le 30 avril également, Bailly et Regency ramènent Moulette, cette fois-ci, avec le courrier des colonies portugaises, via Colombe-Écharpe, puis Meknès et Tanger, et ils arrivent à Lisbonne le 3. Et de Lisbonne, euh, le farman de Regency et Bailly ramène Moulette complètement ruinée jusqu'à Paris. Donc le courrier, il a vraiment subi des avatars. Il est parfois revenu par bateau, parfois par un avion ou un second avec des circuits différents pour pouvoir desservir au plus vite les destinataires. Alors, Bailly, Regency et Marceau, pendant tout ce périple, sont partis eux aussi sur un vol subventionné par le ministère de l'Air. Et ils ont réussi à arriver à Tananarive le 5 novembre à 9 h, parti de France le 28 octobre, sur un Farman à GJG. Alors, l'itinéraire, je ne l'ai pas repris ici, mais c'est Le Bourget, Oran, Agam, après une escale de ravitaillement à Colomb-Béchar, Niamey, Zinder, Fort Archambault, Anguille, Pédangui, au Congo belge, Broken Hill, Kéliman, et ensuite la traversée classique du Mozambique depuis Mozambique. Et il s'oppose à Ivat à 14 h le 5. Alors là, j'ai une sorte d'anomalie. Là, je vois qu'ils arrivent, Tananarive à 9 h et là à 14 h. Bon, je suppose que ça doit être les cachets à, à date qui doivent être de 14 h, mais l'atterrissage doit avoir lieu à 9 h. En tout cas, le record que Goulette venait d'établir pour peu de temps est battu. Et la plupart des plis connus sont à l'allée des plis, il y en a très peu d'ailleurs, du Bourget vers Tamanrime, avec des cachets d'escale à Adra, Gao, Zander, Fort-Lamy, Elisabethville et Kéliman. Je n'en ai pas trouvé, j'ai fait un appel à
un appel à un document, mais apparemment, on n'en ai pas trouvé ou on n'en a pas trouvé. Donc, je n'ai pas de quoi vous illustrer ces choses-là. J'ai simplement le pèlerin de 1929 qui retrace ainsi leur périple en images. Donc, au Congo, mise en fuite d'une famille de lions. Au Niger, le roi les honore en leur offrant du manioc. À Bangui, les sorciers dansent pour conjurer le mauvais sort. À PPMU, trois poulets contre une cartouche, mais ils n'ont pas de cartouche. À Kéliman, le pharmacien est stupéfait parce qu'on lui demande 20 litres d'huile de ricin pour le moteur de l'avion. Et quelques frissons en traversant le canal de Mozambique. Et puis, donc, l'arrivée à Madagascar avec enthousiasme, discours, banquet, bouquet. Si certains ont des plis de ce vol aller, je pourrais les incorporer éventuellement dans mon document pour une version définitive à mettre en ligne. Je connais Le quelqu'un qui 12 en a novembre, un, mais il faudra que je lui trouve le pli. d'accord. Eh Je bien, à ce sais que moment-là, Philippe Van der Hagen en a un aussi. tu me les fais passer, et puis s'ils sont d'accord, je les incorpore au document qui sera mis en ligne et qui sera donc ainsi plus illustré et plus complet. Le 12 novembre 29 à 6 heures, après une semaine de repos, l'avion prend le chemin du retour. Là, pour le coup, il a davantage de plis, avec le chemin classique, Kiliman, Elisabethville, Coquilletteville, Fort Archambault, Oder, etc., etc. Un chemin qu'on commence bien à connaître. À Dijon, il y a Perpignan et Lyon, le 19, et le 20 novembre, ils sont à Paris, où diverses personnalités, telles que le commandant Dagneau, les accueillent. 8 jours, 9 heures pour les 12 500 km, et au retour, des plis oblitérés à Tananarive sont là aussi pour le Bourget, frappés des cachets d'escale. Il y a également des plis qui ont été reçus à Elisabethville, Fort-Lamy, Gao et Adra. Alors, j'en ai pas non plus. Si il y en a, je pourrais également les incorporer. Toujours est-il que le ministère de l'Air les a congratulés avec une promotion pour l'adjudant-chef Arginassi qui est devenu tout de suite officier, sous-lieutenant, et Marceau qui a été décoré de la Légion d'honneur. Alors, Nanou Boisson Rocaillol au Donnement, c'est beaucoup plus triste. Donc, Raymond Caillol, qui était ancien élève de Polytechnique, ingénieur en chef de l'aéronautique. L'adjudant Roux, qui était au 34e régiment d'aviation. Et Monsieur Éric Dodman, qui était mécanicien, employé de la société Lorraine, le motoriste de l'avion. Alors, départ du Bourget. Ils étaient assez ambitieux. Ils pensaient pouvoir atteindre Madagascar en 7 étapes, via Oran, Colomb-Béchar, et puis le circuit habituel, Gao, Niamey, Fort-Lamy, etc., etc. Euh, le Congo belge, la, la Rhodésie du Nord et euh, le Mozambique. Ils pensaient même pouvoir le faire encore plus vite en 4 étapes. Donc Paris, Camp-Béchar,
direct, puis ensuite Gao, puis ensuite carrément Élisabethville, et puis Tananarive. Ce qui était quand même un peu osé, parce que même des années plus tard, il fallait 2 jours pour faire Tananarive et Élisabethville. Ils espéraient ainsi battre le record que Regency et Marceau venaient d'établir. Et là encore, c'était un peu ambitieux, sachant que aucun n'était habitué au vol saharien ou équatorien. Et puis en plus, ils avaient choisi, comme beaucoup d'autres, d'aller là-bas en pleine période des pluies. Alors, le départ était prévu pour le 9 décembre, mais là, c'est en France. Il y avait une tornade qui les a donc poussés à ne partir que le 13 décembre. Ils avaient emporté pas mal de provisions, 40 litres d'huile et 1000 litres d'essence, grâce à des réservoirs spéciaux. Ils partent en direction de Colombe-Béchar, mais ils décident à la nuit de se poser un peu plus tôt sur une bande de sable. Le lendemain, l'avion atterrit à Regan, mais il ne peut pas en repartir tout de suite à cause d'un fort vent de sable. Et il faut attendre 2 jours. C'est ensuite la traversée du Sahara qui s'effectue sans problème jusqu'à Gao. Nous avons là donc une lettre qui était destinée au lieutenant-gouverneur de la Haute-Volta. Elle était remontée donc en train sur Paris pour remise à l'équipage, avec la mention affranchissement par l'expéditeur, car il dépassait le tarif normal. En effet, la taxe aérienne n'était que de 3 francs pour Gao, et avec le port normal, 50 centimes, plus la recommandation, 4,50 aurait suffi et elle était affranchie à 50. Oreto, donc liaison France-Madagascar, étiquette de recommandation, et l'oblitération, donc danger, la ville de départ. Et au verso, l'arrivée à Gao et la réexpédition sur Ségou. Il semble que ce soit un pli unique sur ce vol et cette destination. À Bangui, alors après Gao, cap sur le continent africain, Niamey, Zinder, et le 19, un départ matinal vers Fort Archambault, après ravitaillement à Fort-Lamy. Et le 20, l'avion fait escale à Bangui. Nous avons là une carte, une lettre un peu philatélique pour le Gabon, avec donc retour à l'envoyeur. Le voyage d'Alger à Marseille a été fait par paquebot. On a la griffe paquebot sur les timbres et les oblitérations des bureaux postaux de Marseille, Gare et Saint-Charles. Il y a un très rare sur ce vol caché rond en rouge, roue Cayolle d'Odement, liaison postale aérienne France-Madagascar. Un CAD de transit Bangui, où la lettre a dû être déposée à l'escale du matin. La surtaxe aérienne étant de 3 francs par 10 grammes, d'où un affranchissement total à 3 francs 50. Le 17 janvier, la lettre est à Brazzaville, mais elle n'arrive à destination à Libreville que le 3 février, peut-être par voie de mer, vu le délai. Elle en repart le 7, puisque la lettre n'a pas été retirée. Elle est affranchie à 1 franc 55, dans la recommandation, par des timbres du Gabon, et elle revient à Marseille chez l'expéditeur par voie maritime. Donc c'est l'exemple classique de courrier qui porte en avion et qui, revenant à l'expéditeur,
sont retournées par voie de surface. C'est une lettre qui est coupée à droite. C'est classique chez les Américains, où on ouvre les lettres par le haut. Et je ne sais pas pourquoi, parce que apparemment il n'y a pas d'Américains dans le coup. Le 20 décembre 29, après l'escale du matin à Bangui, l'avion atteint Coquillateville, ancienne Équatorville. Il reste immobilisé toute une semaine car de violentes tornades s'abattent sur la contrée. Ah, ouais. 20 décembre, pleine période des tornades et des pluies tropicales. Vous avez là deux images, d'Ancre, Caillol, Daudement, devant la Farman, à Coquillateville, et une autre. Et une autre, euh, j'ai bien regardé, c'est une occultation qui a été faite à l'encre pour cacher je ne sais pas quoi. Et même en regardant par transparence ou autre, on n'arrive pas à voir ce que c'est. Donc, long arrêt à Coquillateville, évidemment, ça plombe complètement le record, d'autant que quand ils arrivent le 27 décembre, Elisabethville, ils sont encore bloqués 3 jours à Kéliman. Finalement, le 1er janvier 1930, ils touchent la terre malgache entre Majunga et Tananarive. Ils redécollent et atterrissent ensuite à Ivat vers midi. Et là, ils arrivent donc à Tananarive. Alors, malgré euh, un temps qui n'est évidemment pas celui du record, le ministre de l'Air les félicite et leur souhaite une bonne continuation pour le voyage retour. Là, pour ceux qui connaissent Tananarive, vous avez le rouf de Tananarive tel qu'il existait avant 1995, avant que tout ne parte en fumée. Et une reconstruction un peu médiocre, à base essentiellement de béton. Le palais de la Reine est à peu près euh, correct. Il y a un très beau musée qui a été installé, mais il y a des dégâts irréparables qui ont été faits sur le palais d'Argent et sa petite maison, Madame Pichou, qui a disparu. On ne sait toujours pas d'ailleurs pourquoi le rouvre de Tananarive a brûlé en 1995. Alors, ils repartent avec 35 kilos de courrier. Euh, Non, je suis toujours à l'aller. Je suis toujours à l'aller. Ils avaient 35 kilos de courrier qui a été pris au Bourget ou à l'escale d'Oran, d'où les lettres étaient arrivées d'Alger par le train de nuit. Finalement, malgré les aléas du trajet, le courrier est parvenu au destinataire de l'océan Indien bien plus rapidement que par voie maritime, malgré tous leurs problèmes. La surtaxe ayant été décrétée depuis peu, certains affranchissements sont approximatifs et Colo et Cornu mentionnent un pli de France pour Tananarive revêtu de tous les cachets d'escale, que je n'ai pas, mais en voici une, qui est intéressante parce qu'elle est adressée à Batumbanj, qui est un port sur la côte est, un peu au sud de Tamatave. Cet envoi étant recommandé, et il a franchi correctement, avec la taxe aérienne, la recommandation et le port. Et elle a dû être remise au service postal et acheminée par la route jusqu'à destination, ou peut-être remise au train jusqu'à Tamatave et ensuite euh, des- apportée à Rivunimam à Nivoulan, pardon, par la route. Les autres mentions sont relativement classiques, à part celle-ci qui est prière, ouvrir avec des ciseaux.
pour ne pas casser l'enveloppe et la garder en souvenir. Autre courrier qui lui a été retourné aux envoyeurs, c'est une lettre qui était destinée à La Réunion, à Saint-Denis, via Tananarive, et qui finalement a été retournée à l'envoyeur. C'était les grands vins mousseux Royal Kayak. Alors, donc, acheminement par avion de Casablanca à Marseille. Elle a sans doute été remontée en train sur Paris le jour même et remise à l'équipage. Elle est arrivée à Madagascar et elle a pris le train jusqu'à Tamatave et remise sur le compte de l'île, le paquebot qui, après Tamatave, filait vers la Réunion qu'il touchait 2 jours plus tard. Voilà le cachet de Saint-Denis. Mais n'ayant pas été retirée, elle a été retournée à l'envoyeur par le même paquebot d'ailleurs sur son voyage de retour. Et elle s'est retrouvée, après Marseille le même février, à son point de départ Casablanca, le 26 février. Il y a une petite particularité pour l'affranchissement. La surtaxe aérienne était de 15 francs, donc par des grammes pour la Réunion, mais comme le dernier trajet de Madagascar à la Réunion était fait en bateau, la surtaxe été limitée à 12 francs. Et s'y ajoutait 1 franc de taxe pour Casablanca-Marseille en avion, le port de 50 centimes et la recommandation d'un franc pour un total d'affranchissement de 14 francs 50. La question que je m'étais posée, c'était pourquoi 14,50 au lieu de 13,50? Ben, c'est les 1 franc de voyage en avion de Casa à Marseille. Donc le 10 janvier 1930, après un peu de repos, parce que quand même ils ont eu quelques problèmes, Bernard et Hugo repartent pour la métropole. La traversée du canal de Mozambique se passe bien. Ils survolent le fameux îlot d'Orphan de Nova et ils jettent un message lesté à Bourgeois, parce que Bourgeois, il est toujours sur Juan de Nova en attendant qu'on vienne apporter les pièces de rechange pour le Farman. Et il remonte donc par le chemin désormais classique, Kéliman, Elisabethville. À Kéliman, on annonce qu'ils repartent pour Elisabethville, qu'ils ont vraisemblablement touché. Et ensuite, on les signale à Port-Franqui, et puis on perd leur trace. Selon toute vraisemblance, l'avion a été frappé par la foudre et il se serait écrasé le long du fleuve Kasaï, à 350 km de Léopoldville. Des recherches évidemment ont été entreprises par les autorités belges, mais on a retrouvé les débris de l'appareil que 14 mars. Et les journaux de l'époque et l'illustration du 14 juin 1930 relate que les corps des disparus furent retrouvés près des débris de l'appareil dans la grande forêt équatoriale et qu'ils furent pieusement placés dans des cercueils. On comprend peut-être un peu pourquoi on n'en a pas dit davantage, parce que, par pudeur sans doute et respect des disparus, l'hebdomadaire rapporte pas que les corps retrouvés semblent avoir été dévorés par des fourmis, voire des cannibales. Il y a une controverse sur ce tragique épisode. Beaucoup de gens n'ont pas voulu croire que l'hypothèse des cannibales était sérieuse, mais moi j'ai retrouvé sur un forum Lixium, Monsieur Catillon, un descendant de Baudemont, qui disait: J'ai souvent entendu parler de cette histoire et de l'issue tragique de cette mission d'exploration. Leurs ossements, donc c'est pas
c'est pas les corps, hein, c'est des ossements, retrouvés dans une tribu de cannibales. Je sais aussi que leurs restes ont été retrouvés grâce à un missionnaire qui a aperçu autour du cou du chef de cette tribu un instrument de bord de leur avion écrasé. Donc, cette hypothèse malheureuse paraît crédible. 35 kilos de courrier de l'aller étaient arrivés à bon port et du retour, on ne retrouve que 756 lettres éparpillées, très endommagées. Et Deno parle d'un millier de lettres. Si on en a récupéré 756 sur un millier, c'est déjà pas mal. Voilà par exemple une de ces lettres récupérées. Celle-ci est toute belle, toute propre. C'est un envoi de Tananarive pour la France. Affranchissement conforme. Transport par l'avion des trois malheureux. Et la griffe spéciale pour cet accident. Donc, Raid Madagascar-France, accident du 13 janvier 1930. Au verso, date d'arrivée. Merci Dominique de m'avoir passé ce très beau document. En voilà d'autres dans un état un petit peu moins bon. Donc, celle-ci est légèrement suraffranchie, à 1365 au lieu de 1350. C'est pas dramatique. Elle est dans un état un peu moins bon. Donc, obligation Tananarive pour le départ, la griffe de l'accident et le cachet d'arrivée, donc à Vincennes. Celle-ci contient encore le courrier qui venait du gouverneur général, du cabinet du gouverneur général de Madagascar Indépendance. Enfin, c'est une lettre contenue essentiellement familiale. Il n'y a aucun secret d'État dans ce document. Enfin, c'est pas très fréquent de trouver les lettres encore à bord, si j'ose dire, des enveloppes. Alors voilà une vraiment dans un état assez pitoyable, scotchée de partout. Euh, Apparemment au second échelon de poids pour le port et au troisième pour la surtaxe aérienne, puisque ça ne marchait pas selon les mêmes intervalles. Donc il y a 75 de port et 3 fois 12, 36 de taxe aérienne, plus un franc recommandé. Alors au verso, il y a également un affranchissement malgache, puisque la lettre a été retournée, mais retournée par celui qui l'avait reçue. Et comme elle était sortie du circuit, il a fallu la réaffranchir. Alors, peut-être manque-t-il des timbres, parce que visiblement, moi je ne trouve que 9 francs 50 de timbres, alors que l'expéditeur annonce 26. Et une lettre simple de moins de 10 grammes, je suppose il avait enlevé la lettre à l'intérieur. Elle aurait dû être affranchie, puisqu'elle n'était pas recommandée au retour, elle aurait dû être affranchie à 12 francs 50. Oui, il y a un problème parce que le port, il est pour entre 20 et 30 grammes et la surtaxe aérienne, elle est pour 15 grammes. Donc il manque quelque chose. Alors, à l'aller, peut-être pas, mais au retour, il manque quelque chose. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'au retour, la lettre, a priori, n'est pas recommandée au retour. Et donc, elle devrait être affranchie à 12 francs, à supposer qu'elle soit simple, c'est-à-dire on a enlevé l'enveloppe qu'il y avait à l'intérieur. Donc, elle ne pèse plus que moins de 10 grammes, et donc elle devrait être affranchie à 12 francs 50. Alors, pourquoi je dis 26? Parce qu'en fait, il y a un courrier à l'intérieur.
Il dit, j'affranchis, alors moi je lis 26 francs. Voilà, j'affranchis à 26 francs, je vous la retourne par l'avion qui doit partir bientôt, de façon qu'elle puisse avoir son verso couvert de thym de Madagascar. C'est assez poignant d'ailleurs. Et il dit, cette enveloppe aura donc fait l'aller-retour avec 50 francs de timbre d'hiver. Alors je ne sais pas d'où viennent ces 26 francs. euh, et je ne vois pas. Peut-être manque-t-il des timbres qui sont partis. Euh, je ne sais pas. En tout cas, c'est un document que je trouve assez poignant parce que manifestement, l'expéditeur voulait le renvoyer, enfin, le destinataire voulait le renvoyer à l'expéditeur en marquant justement l'aller-retour. Et en fait, il ne s'est pas passé comme prévu. Mais il me semble par contre qu'au départ, l'affranchissement est correct, hein. Moi, j'avais compté 37 Alors, francs 75. la surtaxe, elle est sur 5 ou sur 10 francs? C'est sur 10 grammes. La surtaxe, elle est que Elle je ne doit dise pas de être, bêtises, elle elle est doit sur être 10 sur 10 grammes. grammes alors. Sur 10 grammes. Sur 10 grammes. Donc, si elle Oui, pèse oui, 30 c'est bon. grammes, elle est au second échelon de poids pour le Ouais, porc vas-y. et au troisième pour Oui, oui, le. si c'est sur 10, si c'est sur 10 grammes, c'est juste, effectivement. Oui, c'est sur 10 grammes. Donc, moi c'est le retour qui me posait problème. Et bon, je pense que ça restera irrésolu jusqu'à ce que quelqu'un trouve éventuellement une solution appropriée. Donc, on a vu ça. Voilà. Donc, grande tristesse pour les. Alors, il est Le- 4h30 chez oui, moi, il est 3h30. 15h30, donc on s'est dit qu'on faisait 1h30. Tu as à peu près la moitié de ta présentation globale, non? Oui, à peu près. Donc, En 64, oui, exactement à la moitié, oui. donc ça va nous laisser une présentation complète pour une prochaine euh, réunion Zoom, Tout à fait. hein. On recommencera. Là, tu as fait les trois raids subventionnés. Et donc, on va avoir la suite. On Alors passera après, avec Lefebvre et les chercheurs de records, etc. voilà. Ce qui va faire une deuxième présentation tout à fait équilibrée par rapport à la première. Oui, parce qu'après les chercheurs de record, il y aura. Oui, là. Le Oui, deuxième oui. raid Gouled. Le deuxième rate de goulette. Attends. euh, euh, Non, ça va être je, parfait. je vais sortir du diaporama. Il y a le deuxième raid de goulette. Il y a ensuite. Oh, il y a encore beaucoup de choses, hein. Oui, il y a encore pas mal de choses. Oui, il y a 120 diapos, hein. Ouais. Et donc, on fera ça le 23 mai. Voilà, il y a 119 diapos. Voilà. On fera cette deuxième le 23 mai. Je croyais que je t'avais envoyé un scan d'un pli de Marchesso. Euh, Comment il s'appelle? Bourgeois, goulette. Marchesso et Bourgeois. Oui, c'est ça, Bourgeois. Alors, c'est possible, mais Bah, tu pourras le je te remercie. Mais étant donné que j'avais déjà présenté Goulette, euh, j'ai pas voulu trop charger la D'accord, machine. ok, non, mais pas de souci, pas de souci. Non, mais tu pourras le. Mais on essayera effectivement de rajouter les quelques plis qui manquent pour qu'il y ait un PowerPoint complet. Ok. D'accord. Bon, bah, en tout cas, je te remercie pour cette présentation bien complète. Et ce qui est intéressant, c'est les plis que tu nous as montrés.
avec des itinéraires plus originaux pour certains. Et donc, je sais pas si quelqu'un a des questions à poser. Mais disons que pour ma part, j'ai essayé, ne serait-ce que parce que certains avaient déjà été présentés, je me suis attaché soit à des itinéraires particuliers, Oui, soit à des anecdotes, soit à des affranchissements, mais méritant un commentaire. non, non, mais c'est ce que j'ai trouvé également et je t'en félicite. Pardon, je voulais juste rapporter une petite précision. C'est concernant le pli pour Ouagadougou. De Paris à Gao, c'était sans doute la diapo 53. Il y a un numéro 53 à côté du courrier. C'est un pli recommandé au départ d'Angers. Alors, Luc Montagnier a dit qu'il n'en existe qu'un seul exemplaire, d'après lui. Et j'avais l'impression que c'était le mien. Je suis donc allé jeter un coup d'œil et il en existe un deuxième. Alors, le vrai problème, c'est qu'il peut sans doute en exister encore plus. Je m'explique que je vois une recommandation, c'est la recommandation numéro 296 d'Angers, et moi j'ai la recommandation numéro 299 avec un Ah, pli ouais. qui est strictement identique, le même timbre, la même vignette, les mêmes textes Les mêmes frappés à commentaires la machine, tout est identique. et la même chose à la main? Là, alors à la main, la seule différence, c'est que j'ai un 3 à la place du 8. Non, là, il y Tout a au, essai de liaison par l'équipage Roucaillol-Dodement, au verso. au verso, alors j'ai essai de liaison par l'équipage roux Caillot Dolmante et j'ai Étienne Devy qui est sans doute l'expéditeur. C'est noté en supplément. Alors ça, euh, 6 rue de la Madeleine à Angers. je l'ai peut-être Alors, aussi. si il existe un recommandé numéro 299, il est possible qu'il y ait quatre plis, hein, le 296, le 17, le 18 et le 19 au minimum. Mhm. Ce qui pose une question d'ailleurs, parce que on comprend mal pourquoi ce monsieur aurait envoyé 4 lettres au lieutenant-gouverneur général de la Côte d'Ivoire le même jour. Alors là, Ça sent un peu ça sent un peu la, la lettre philatélique. Moi, j'avais plus naïvement pensé, parce que ce pli unique, je dois avoir tiré ça, je crois, de Colo Cornu, il me semble. la seule différence entre les deux plis, c'est que moi, j'ai pas la marque du Soudan français du 31 décembre 29 sur le Oui, courrier. de ces goûts. Ouais. Oui. Ah, Euh, donc, c'est pas les mêmes. De toute façon, si c'est pas le même numéro de recommandation, c'est pas le même. Mais effectivement, alors, pli unique sur ce vol pour cette destination, bon, je vais changer en disant que un des rares plis. Mais Parce que sinon, s'il y en a quatre, on peut quand même dire que c'est rare. Ah oui, oui, sans aucun doute. je pourrais toujours vous envoyer le scan si Ah vous me non, donnez votre adresse. Oui, oui. je crois sur parole. Je vais changer au lieu de pli unique, je vais dire l'un des rares plis Et pour il cette devrait y en avoir au moins destination. quatre. Oui, mais peut-être qu'un cinquième va se réveiller en me disant, moi j'ai la 301 ou la 295. On ne prend pas en défaut Sherlock Fox. Ok, Voilà, c'était tout. Oui. Merci. je te remercie, Bernard. Bon, je vais arrêter l'enregistrement là. Et on peut passer, je crois que Philippe Desroux avait un pli à nous montrer, si je ne m'abuse. Attendez, Oui, j'ai un pli que je comprends pas. c'est le bon moment d'en parler. Arrêtez.